Bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Nous allons continuer avec la méditation, solution à nos problèmes. Et pour en parler, comme d'habitude, le professeur Emmanuel Lipote, qui est d'ailleurs le concepteur de cette émission, est là pour vous. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Georgette Baumé, et un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International et à tous ceux qui nous suivent de temps en temps sur YouTube. Alors, ce soir, nous allons parler de la volonté et le mystère de l'absolu Dieu. La volonté et le mystère de l'absolu Dieu. En première partie de la chronique et en deuxième partie, prière, difficulté de la vie. Bien d'autres choses à présenter à nos téléspectateurs reviennent à toi, Georgette Baumé. D'accord. Au programme, donc, vous aurez votre chronique en deux parties. La réflexion, également la page pratique. Vous aurez la possibilité de participer à cette émission en nous envoyant les messages aux numéros qui vont s'afficher au bas de votre petit écran. Installez-vous confortablement. Voici la première partie de la chronique. À tout de suite. Méditation, la solution à nos problèmes, chapitre 27. La volonté et le mystère de l'absolu Dieu. Lors de l'édition précédente, nous avons essayé de décrypter le mystère de la volonté par rapport à l'attitude positive et avons conclu que la volonté ne saurait être un phénomène si simple. Toutefois, parlant de la volonté, nous avons passé à revue trois types de volonté, motrice, régulatrice et celle de progression. Dans le même temps, concernant le lien entre le désir et la volonté, nous avons vu que le désir est le soutien, voire l'aliment de la volonté. Le désir peut être de nature différente. Ainsi, nous avons vu que la plupart du temps, il nous arrive de vouloir des choses contradictoires. La cause étant que du désir jaillissent trois sources distinctes. Le désir impulsif et aveugle issu du corps, dont la vitalité est vigoureuse et plus grande pour une satisfaction physique et affective, puis le désir conscient, issu d'expériences de la réflexion ayant un caractère rationnel, enfin le désir intuitif qui tend vers l'idéal. Ce qui nous met face à face à la vérité par le biais de l'absolue connaissance et de la réalisation. C'est le point culminant auquel on se sent plus proche du but, c'est-à-dire qu'on soit plus proche de l'absolu Dieu. Métaphysiquement, on commence tout au moins d'être en phase avec l'existence de cet absolu qu'on estime ressentir en soi déjà. Précisons que l'action à mener est de savoir d'abord distinguer les trois types d'impulsions. L'impulsion instinctive, l'impulsion réfléchie et l'impulsion qui tend à l'absolu, conséquent d'un savoir total. Ce savoir concerne l'existence d'une volonté parfaite susceptible de réunir trois sortes d'énergie impulsive. En premier, les impulsions qui sont la source de la volonté motrice. En second lieu, celles qui sont la source de la volonté régulatrice et en troisième position, les impulsions dont la source de la volonté pousse à croire, à imposer nos désirs et à évoluer ou à transmuter nos énergies. Chacun de nous peut constater qu'il peut avoir une impulsion sans réflexion, une réflexion sans élan, un aspect de choses n'étant ni l'un ni l'autre, ou l'un et l'autre orientés soit vers la jouissance, soit vers la connaissance, soit vers l'idéal. À analyser tout ceci, nous tombons en plein dans la puissance des impulsions. Nous constatons que cette puissance est en fonction de la vitalité, c'est-à-dire la capacité à régler et même de soutenir l'effort. Sans ignorer que du point de vue métaphysique, cet effort dépend de la dynamique, de la stabilité de la pensée, c'est-à-dire être à même de se doter d'une réelle capacité de progresser,
convaincu que tout résulte de la perception intérieure du beau et du vrai, pour le peu qu'on soit à même de mettre son être intérieur à contribution. Dès lors, on sera en droit de réaliser la puissance et l'efficacité de la volonté. La volonté efficace comprend aussi la possibilité de déclencher l'effort et de le soutenir tout en restant capable de l'orienter à des fins plus élevées dans les meilleures conditions. C'est dans ces conditions que la volonté dynamique naît du corps. Elle est régulatrice de par l'expérience, c'est-à-dire grâce à la connaissance dans un sens relatif à la volonté supérieure, celle qui est pourvue de la connaissance dans le sens absolu du terme, la connaissance de l'absolu Dieu. Du coup, voilà qu'on finit par être à même de maîtriser l'art de la découverte de Dieu en soi. La prière et les difficultés. Alors, professeur Emmanuel Glipote, comment maîtriser l'art de la découverte de Dieu en soi? Alors, c'est le cheminement de la volonté que nous essayons de décrire dans cette autre édition qui nous amène à nous retrouver dans le seuil même de notre être intérieur, c'est-à-dire qui nous met en phase avec l'être intérieur. C'est tant, bien que mal, dans ce travail de la découverte de soi, de qui on est, qu'on peut facilement découvrir le Dieu en nous. C'est un travail studieux, c'est un travail très très complexe. Oui. Ce n'est pas quelque chose qui se passe comme si on voulait et on peut. Non. Parce que ici, qui veut peut, ça se met dans un sens sérieux. Parce que qui veut ne peut pas forcément, si vouloir déjà n'est pas quelque chose qui est encadré par le fait de connaître, c'est-à-dire encadré par la connaissance, encadré par l'envie d'exprimer cette connaissance vis-à-vis de soi et par rapport à ce qu'on veut. Ça peut s'expliquer avec des petits exemples. Nous avons l'habitude de dire que chaque personne qui va se soigner quelque part lorsqu'elle est malade veut guérir. Bon, dans cet exemple, nous avons toujours dit, c'est pas donc vouloir guérir que tu vas guérir, parce que, par exemple, si on t'étiquette de diabétique, tu ne vas pas guérir du fait que tu ne crois que à une seule façon de soigner le diabète, c'est-à-dire celle de la personne qui t'est étiquetée diabétique. Peut-être son diagnostic est faux, auquel cas, pourquoi il dirait que tu ne guéris pas de ta maladie, parce que toi, tu n'es pas venu avec la maladie qui a un nom, c'est lui qui te donne le nom. C'est-à-dire, c'est lui qui baptise ton mal en ce sens que tu es diabétique. Alors toi, ton problème n'est pas de savoir si tu es diabétique ou pas. Ton problème est que tu exprimes le besoin de guérir. Et que dans ces besoins de guérir, tu as mis toute ta volonté en mettant, c'est-à-dire en se mettant à chercher de l'argent et à chercher le meilleur thérapeute possible. Et on te présente le meilleur thérapeute, celui-là même qui a tous les diplômes du monde jusqu'à être diabétologue. Alors donc, on ne peut pas dire que tu ne veux pas. Et que le fait que ces derniers te disent que la maladie que tu as, d'ailleurs c'est lui qui te dit que tu as cette maladie-là, toi, c'est pas ton problème c'est que tu pars chercher la santé. Et il te dit, la maladie que tu as là ne guérit pas. Alors là, tu dois te dire que tu veux, mais tu ne peux pas. Alors, comment le problème doit se passer maintenant? Est-ce que tu dois donc renoncer que qui veut ne peut pas,
ou qui veut peut. Parce que si tu dis, oh, cette fois-ci, vraiment, qui veut ne peut pas, ça veut dire que ça met en mal le fait même de croire que qui veut peut. Ce qui veut donc dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire qui veut peut? Ça veut dire qu'il faut réunir les moyens nécessaires, des moyens intellectuels, les moyens, c'est pas anthropologiques, tous les moyens nécessaires. Lorsqu'on est en face d'une situation où on veut. Alors, il faut savoir de quelle volonté, c'est-à-dire dans quel registre mettre ta volonté, c'est dans quelle assiette. Alors, tu mets la volonté dans une assiette de la recherche des voies et moyens te permettant de pouvoir atteindre l'objectif, ton désir de vouloir et de pouvoir. Parce que le désir étant l'aliment de la volonté, alors tu dois désirer toutes les pistes, tu dois aller dans toutes les pistes qui permettent de savoir est-ce que d'abord le diagnostic n'est-il pas faux, parce qu'il y a par exemple que peut-être de connivence avec l'OMS, le médecin va te dire qu'avec tel taux de glycémie, tu es diabétique alors que tu n'as aucun symptôme. Alors, puisque l'OMS est le patron, il ne va pas faire autrement. Et puisque en faculté de médecine, on l'a guidé seulement à prescrire des produits, il ne peut pas faire autrement. Mais toi, tu n'as rien à foutre avec tout ça parce que ce n'est pas celui qui te reçoit qui est malade. C'est toi qui es malade. C'est toi qui veux. C'est toi qui dois pouvoir aller dans le sens à ce que ta volonté soit ce que tu veux. Donc, qui veut, peut. D'accord. T'amener à pouvoir. Voilà. Mais professeur, aujourd'hui on parle de diabète, AVC, tension, beaucoup de maladies, on a comme impression, ont été créées. Comment ça se passait à votre époque? Qu'est-ce que vous soignez? Je ne pense pas que... Nous les Africains. Vous les Africains. Pas moi, parce ou alors je vais dire la grand-mère. Je suis né après l'esclavage, après la colonisation. D'accord, d'accord. Moi, je suis né pendant la colonisation, d'accord. Oui. Bon, mais je ne suis pas né avant la colonisation. Comment vous traitiez, comment vous arriviez à gérer... Comment l'Afrique. Comment l'Afrique, oui. Parce que là, franchement... Comment l'Afrique arrivait à gérer tous ces mots? Oui, parce qu'on peut parler de l'Afrique comme pour dire que à mon âge, puisque nous sommes à une émission éthique, et que nous parlons de vouloir ses pouvoirs, et que nous constatons que qui veut ne peut pas, et que la question que vous posez va dans le sens à ce qu'on comprenne que c'est parce qu'on ne veut pas qu'on ne peut pas, pas parce que qui veut ne peut pas. Bon, alors, donc on peut dire ceci. Cette question, je ne sais pas si je n'extrapole pas, va dans le sens que, est-ce qu'avant, on soignait les gens dans le sens à les rendre clients, c'est-à-dire, lorsqu'on partait chez un guérisseur, je précise bien le mot. Un guérisseur? Oui, le mot guérisseur voulait dire quoi? Voulait dire que quelqu'un allait quelque part avec un mal, sans instrument du genre microscope, scanner, c'est-à-dire tous les instruments fascinants et qui endormaient les esprits, au lieu de dire de quoi on souffre, ou bien au lieu de soigner quelqu'un par rapport à sa souffrance, mais on utilise plutôt un équipement qui en fait donnera des résultats du genre à baptiser quelqu'un d'un nom de maladie qui ne guérira jamais. Ce genre de choses n'existait pas. Et puis, ce qui se traduit par le fait de croire à l'existence d'une différence entre le scientisme et la science. Parce que la science, avant, existant, comme on l'a si bien dit tout le long de ces émissions, où on dit bien que la science existe avant les écoles. C'est l'homme qui va vers la science et non le contraire. Donc dans la formation, nous, de l'homme, à travers des institutions scolaires ou bien à travers des institutions initiatiques,
la science existe déjà. C'est pourquoi nous pensons que la métaphysique est la mère des sciences. Alors, sauf si on prend ça dans le contexte livresque, c'est-à-dire le contexte scolaire, où on parle d'une métaphysique universitaire. Oui, mais ça se passait comment à votre époque, professeur? Il n'y avait ni scanner, on n'avait pas tout ce plateau qu'on a aujourd'hui dans nos hôpitaux. Oui. Alors, ça s'est passé que la personne décryptait le mal par la connaissance de l'organisme de manière naturelle sur la base de la science fondamentale. Parce que déjà, le fait de manger même les bêtes, on les dépèce, c'est-à-dire on les ouvre. On sait qu'il existe le cœur, on sait que nous sommes du règne animal. Et on sait qu'à tel niveau existe le cœur, il y a le poumon, il y a du moins toutes les parties du corps, tous les organes à l'intérieur du corps de l'animal. Par exemple, si on tuait des chimpanzés, on n'avait pas besoin de tuer l'homme pour savoir que de l'intérieur de l'homme est de même que... Donc on n'avait pas besoin de se casser la tête du fait qu'on connaissait déjà la position des organes dans le corps. De un. De deux, la connaissance des troubles qui sont liés au dysfonctionnement du tube digestif était primordiale. Parce que, en fait, 90% de nos maladies viennent de par le dysfonctionnement du tube digestif. Alors, du point de vue science fondamentale, on agissait au niveau du tube digestif par rapport à ce qu'on buvait, donc par voie buccale, et par rapport à ce qu'on faisait par lavement par voie anale, et on trouvait la solution. Il était difficile d'avoir des maladies chroniques, sauf des maladies dues à la sorcellerie, c'est-à-dire des sorts jetés. Alors, donc, on n'avait pas besoin d'un équipement bidon. Moi, j'entends par équipement bidon, ce qui donne des diagnostics de maladies qui ne guérissent jamais. Alors, on n'avait pas besoin de ce genre d'équipement, on n'avait pas besoin de plateau technique parce que il est prouvé que pour réanimer l'être humain, il y a juste des petites techniques manuelles qu'il faut lorsque la personne subit une chute. On a, je le rappelle, une fois on a utilisé une vidéo ici, où dans une gare de, je crois à Johannesburg, non, c'était à Amsterdam, un singe avait reçu son congénère d'une chute d'une très grande hauteur et électrocuté en passant par les fils électriques, en pleine gare. Et avant l'arrivée du train, on a vécu un spectacle pas possible. Le singe était quasiment sans vie. Il fallait que son congénère le réanime. Et il a pris bien du temps, près de 30 minutes pour le réanimer. À un moment donné, ça ne marchait pas, il a plongé dans l'eau, il le ressortait, le secouait, le mordait au niveau de la tête, et finalement, la vie est revenue. Aucun plateau technique scientifique, d'une grande, je ne sais pas quoi, ne se trouvait d'un grand hôpital, ou bien, je ne sais pas de quoi on dit souvent, ne se trouvait à ce lieu précis. Mais une vie est revenue. La vie est revenue dans le corps du singe. Ça, c'était fabuleux parce que tout le monde a vécu quelque chose de fantastique. Donc, si nous restons dans le côté animal d'une part et le côté artificiel d'autre part, sachant faire la part des choses, on gagnerait à faire la science. Mais si nous restons dans le côté artificiel, laissant de côté le côté animal, c'est-à-dire le côté naturel des choses. C'est-à-dire nous n'agissons plus comme des gens qui ont un corps, où à l'intérieur du corps il y a la vie, et la vie est arborée, du moins est entretenue par l'esprit,
Mais c'est passant comme si on avait seulement le corps. Parce que médicalement parlant, on ne soigne que le corps. L'esprit, on s'en fout. L'âme, on s'en fout. Alors, donc, en ces temps-là, on n'agit pas sur des points précis où la vie doit être réanimée. C'est pourquoi en acupuncture, par exemple, dans le cadre de la médecine traditionnelle chinoise, l'utilisation des aiguilles rebusque la circulation de l'électricité en essayant de couper les coupes-circuits, de s'occuper des coupes-circuits qui se produisent dans le corps et qui entraînent les dysfonctionnements du corps à certains endroits. Par exemple, vous avez des règles douloureuses. On ne va pas venir vous mettre les aiguilles au niveau du bas-ventre, mais au niveau du pied, vers la cheville. Vous avez le palud. On ne va pas vous placer les aiguilles, c'est pas moi, au niveau du foie ou quoi. On va vous le placer au niveau du poignet. Donc, la formation reçue va dans le sens de voir comment dans les méridiens du corps, l'énergie circule. Et à quel moment il y a rupture de cette énergie et qu'il faille rétablir le circuit pour que le dysfonctionnement qui a eu lieu ne puisse plus être possible. Et là, rien qu'avec des aiguilles, le placement des aiguilles en acupuncture, on arrête un certain nombre de désordres et certaines douleurs disparaissent. Voilà. D'accord, professeur. Alors, comment savoir ce qui est bien pour nous? Alors, pour savoir ce qui est bien pour nous, il faut que nous sachions que c'est un peu compliqué. Il faut que nous sachions déjà que nous avons l'obligation d'aller vers ces savoirs-là. Oui. Bon, parce que c'est un savoir qui existe, c'est-à-dire il existe le bien, il existe le mal. Oui. Mais malheureusement, il n'existe pas le bien et le mal chez toutes les personnes de la même manière. Oui. Comme pour dire qu'il existe une logique universelle, mais chacun de cette logique universelle n'en fait pas part. Fait part d'une certaine logique qui lui est propre, en fonction de son tempérament et en fonction de son environnement. Alors, c'est ce qui fait que on est obligé de faire l'arbitrage, c'est-à-dire que parce que chacun peut croire que ce qu'il fait est logique, et que, eu égard le contact que on peut avoir avec d'autres personnes, et que chacun étant assis sur sa logique, alors on va se retrouver dans une situation où la logique individuelle face à ses droits, non, face aux droits des autres personnes, ne peut plus tenir. Donc c'est trop compliqué d'aller vers le bien. Parce que aller vers le bien, c'est d'abord quelque chose qui doit passer par des systèmes initiatiques. L'école aurait dû le faire, la religion aussi. Mais malheureusement, dans le monde occidental, l'école, c'est juste pour asseoir une hégémonie. Et lorsqu'on assoit une hégémonie mercantile, lorsqu'on assoit une hégémonie d'exploitation de l'homme par l'homme, lorsqu'on assoit une hégémonie impérialiste, lorsque l'hégémonie est concernée par la pensée unique, c'est-à-dire ce que je pense, c'est ce qui est valable. Alors finalement, on ne donne pas la possibilité de former les gens à se distinguer, c'est-à-dire à pouvoir dire ça c'est bon, ça c'est pas bon, jusqu'à ce que cela soit vrai. On a ce qui est bon pour moi, je m'en fous de ce qui sera pour les autres personnes. Voilà. Alors, ce que je voulais en fait savoir, c'est que comment on fait pour savoir ce qui est, comment discerner ce qui vient de Dieu de ce qui vient du Satan? Bon, alors disons que... Parce que des fois, professeur,
après le bac, on a envie de continuer. Mais on ne sait pas comment, on ne sait pas quelle filière choisir. On est un peu comme, je vais dire quoi, embrouillé. Alors comment on fait pour savoir que, bon voilà, en choisissant telle filière, voilà, je vais arriver? Bon, là c'est, disons, c'est une situation qui m'oblige à parler d'une chose un peu extra-thème. Voilà. D'accord. C'est-à-dire que la volonté de réussir dans la vie scolaire, en utilisant l'école comme tremplin, Oui. hein, est trop compliquée. D'accord. Parce que ta question m'embarrasse un peu, mais j'essaie de répondre parce que je ne sais pas qu'est-ce qui te préoccupe pour poser cette question. Alors, c'est que... non, ça va, je vais me débrouiller. D'accord. Bon, si ça ne va pas, tu vas me relancer. D'accord. Alors, donc, je dis ceci. Le système scolaire, je le dis souvent, c'est un système mis en place par les hommes. Bon. Les connaissances sont quelque part. Oui. Et à l'école, on ne va pas vers les connaissances. Parce que si on a des connaissances, on est dépendant de rien, on est esclave à rien. C'est-à-dire si tout le monde va au même pied d'égalité en termes d'acquisition de connaissances, je n'aurai pas besoin d'aller voir un médecin, un naturopathe, un guérisseur, un tradipraticien. Parce que là, moi, je classe 4 types de personnes. Le médecin, monsieur le prescripteur, il prescrit à la faveur des firmes pharmaceutiques pour rembourser leurs caisses. Et lui-même soit une personne, quand il n'y a pas de médicament, il ne peut plus rien. Le tradipraticien, c'est lui qui fait ce qu'il peut en s'appuyant sur la médecine des autres, diagnostic, machin et tout. Alors, le guérisseur, c'est lui qui guérit véritablement parce qu'il a la connaissance du monde minéral, le monde végétal et le monde animal. Donc, il guérit véritablement. Cette catégorie de personnes va diminuant, c'est-à-dire on constate qu'il y a très peu de guérisseurs de nos jours. Et puis, il y en a qui font donc dans l'alternative, c'est-à-dire ils essaient de réunir tous les éléments pour pouvoir aller dans un sens. C'est lui de voir ce qu'il peut faire du côté de la science classique et de ce qu'il peut faire du côté de la science traditionnelle. Bon, maintenant, la réussite de la vie professionnelle passe par des mécanismes qui voudraient que, quand tu veux faire, par exemple, dans le social, j'ai donné les 4 types de personnages qui s'occupent de la santé, entre guillemets. Parce que le médecin ne s'occupe pas de la santé, il s'occupe de la médecine. Puisque la médecine a sa définition, la santé en a la sienne. Bon, alors, le tradipraticien, parfois, je dis, parfois est embrouillé par rapport à l'environnement, il vit. S'il n'a pas de la formation traditionnelle, il serait ce que pensent les médecins, c'est-à-dire quelqu'un qui fait du n'importe quoi. Bon. Alors, maintenant, le guérisseur, lui, il n'a pas besoin de leçons, ni du côté de la médecine alternative, ni du côté de la médecine de la pratique, ni du côté de la médecine classique. Lui, il a la connaissance, je dis bien, du monde minéral, du monde végétal, du monde animal. Ce qui lui permet de savoir qu'est-ce qu'il peut prendre dans la nature pour résoudre telle ou telle plainte, parce qu'il ne voit pas la plainte de la même manière que le guérisseur, que le tradipraticien et le médecin. De même, celui qui fait dans la médecine alternative agit pareil comme celui qui fait dans la médecine, dans le domaine de médecine traditionnelle, du moins dans le même registre qu'un guérisseur, il agit de la même manière, avec en quelque sorte les possibilités de savoir à quel moment renvoyer les gens voir les médecins, donc en cas d'urgence. Bon, parce que lui, il peut être limité, alors que le guérisseur peut ne pas être limité. Peut ne pas être limité, parce que longtemps en Afrique, on n'avait pas besoin de gens
pour pouvoir s'occuper des accidents, hein, pour pouvoir s'occuper des urgences. Bon, on n'avait peut-être pas un tapis fait pour tout le monde à pouvoir avoir l'accès à des personnages qui faisaient dans les urgences. Mais ça dépendait des urgences d'accidents. Jusqu'aujourd'hui, on a des gens qui font le massage et qui n'ont pas besoin qu'on coupe un membre ou le pied ou quoi à quelqu'un qui a été accidenté. Oui. Ou bien qu'on commence à manipuler la colonne vertébrale de quelqu'un pour qu'il termine sur une chaise roulante. Hein, il va masser la personne. Et ça va marcher, je dis, jusqu'à l'heure actuelle. Alors ça, ce sont des guérisseurs qui font dans le domaine d'urgence. Donc il y avait plusieurs sortes d'urgences, comme il en est question aujourd'hui. Et il y a toujours une preuve que ces domaines-là sont maîtrisés. Alors, sauf que les urgences d'aujourd'hui sont l'intoxication médicamenteuse, l'intoxication alimentaire et tous ces genres d'intoxication n'existaient pas avant. Parce que quand tu t'intoxiques en mangeant des choses qui sortaient des usines régulièrement, et que ça produise des déchets au point où tu es à l'état chronique impensable. Alors ça, tu ne t'en sors pas facilement, même en médecine traditionnelle. Il faut qu'on te fasse une cure de détox qui va de fond en comble pour éliminer des produits non dégradables venant des médicaments, venant des produits alimentaires sortant des usines, donc de l'agroalimentaire. Bon, maintenant, quand tu vas donc à l'université, après le bac, et que tu as besoin d'une formation, hein, il faut se poser la question, tu veux te former pour gagner de l'argent ou pour être utile d'abord à toi-même? C'est ça, la première phase du questionnement qui doit traverser dans ta tête. Mais ce n'est pas ce qui se passe dans la tête des parents. On est fasciné, je dis des Africains surtout, on est fasciné par le fait que ce qui dépasse le blanc, seul Dieu peut le faire. On est fasciné sur ça. Donc, on a miroité une certaine école, mais qui rend quelqu'un dépendant du système, hein, de cette hégémonie tout le long de sa vie. Au point où tu vas même jusqu'à amasser de l'argent, construire des immeubles ou toute une cité et manger scientifiquement, bien laver ses nourritures, hein, ceci, cela, sans savoir manger, parce que tu ne sais rien de la nutrithérapie. Et puis finalement, tu te retrouves malade au soir de ta vie et vendre tous tes biens. Alors c'est comme si on te forme pour garder de l'argent que tu vas redonner au plateau technique d'ailleurs. Suivez mon regard, on meurt toujours à l'hôpital américain de France, on meurt toujours à l'hôpital, je ne sais pas moi quoi, de Londres ou bien venant de l'Afrique et parfois des dignitaires d'Afrique et parfois des rois. Alors donc ça veut dire qu'on a mal fait l'école, parce que parmi ces rois, il y en a qui ne meurent pas là-bas pour rien. Parce qu'ils pensent que le plateau technique est quelque part. Et qu'il faille y aller, mettant de côté tout l'entourage métaphysiquement bien formé à pouvoir enrayer certaines choses. On va rencontrer des situations telles que un roi se fait vacciner et puis il en meurt. Quand il meurt du vaccin, on ne dit pas qu'il est mort du vaccin, on dit qu'il est mort de l'épidémie. Alors, il y a tellement de choses qui font très mal, qui font à ce qu'on ne peut pas ne pas les évoquer au cours d'une émission éthique comme la nôtre. Bon, donc, moi, je réponds donc en terminant que l'orientation à ces données se trouve au niveau métaphysique. C'est-à-dire, quand l'enfant, on peut étudier sa date de naissance, son nom, sa date de naissance, on peut dégager dans cette étude qui est pluridimensionnelle, astrologique, numérologique, chirologique et tout, on peut dégager ce qu'il peut faire dans la vie. En commençant par dégager ses dons et en arrivant à
circonscrire sa vocation ou en l'amenant à découvrir sa vocation dans les multiples dons qui se cachent en lui. Voilà. D'accord. Nous vous proposons la deuxième partie de la chronique et voilà, on se retrouve juste après pour la suite. La prière et les difficultés de la vie. La foi aveugle empêche de mener à bien des recherches métaphysiques sur vous-même en tant qu'entité divine en gestation, une parcelle du macrocosme, vous étant microcosme. De quoi savoir que vous êtes le résumé d'un assemblage de forces occultes issues de l'énergie cosmique universelle. C'est-à-dire que, de la naissance jusqu'à la mort, vous vibrez d'une vie qui se traduit par les forces cosmiques vibratoires installées en vous par cette énergie. En ce qui concerne toutes les difficultés qui vous touchent au cours de votre existence, il y a lieu de rechercher leur cause première. Celle-ci se situe quelque part dans le fil de vos vies successives. Savoir ce qui ne va pas dans votre vie est un acte spirituel qui ne doit pas être détourné par vos désirs matériels. On doit se poser la question de savoir ce qui s'est passé au juste en vous, s'agissant du côté spirituel de votre existence, afin de ne pas perdre toutes vos chances de réussite, tant du point de vue physique que métaphysique, voire subtil. Une situation qui vous permettra de réaliser tout manquement vous empêchant de savoir comment vous ressaisir ou comment saisir toutes vos chances de par l'acquisition des forces spirituelles et divines qui faciliteraient votre évolution tant physique qu'occulte pour que votre divinisation soit assurée. Ce qui vous empêchera de tomber dans l'abîme de futilité pour ne pas vous retrouver dans le gouffre de la survie, dont votre existence dépendrait des circonstances vous obligeant de prier sans cesse à un quelconque Dieu avec pour seul véritable but trouver les solutions à tous vos problèmes, quelque aberration que certains d'entre vous aient une grosse peine pour d'autres. Une aberration parce que dans la vie, il y a des gens qui ne savent ce qu'ils cherchent. Ils mettent en mal leur propre existence, n'écoutent pas des conseils, se moquent de la morale, bref, vivent dans l'insouciance ou l'inconscience de ce qu'ils font ou font le malheur d'eux-mêmes, recherchent la réparation en passant par la prière comme pour se moquer de Dieu, on ne sait trop quoi. Parfois, c'est juste une peine perdue. La grosse peine est lorsqu'il faille appliquer l'amour du prochain dans votre vie en commençant à le faire, en étudiant les tenants et les aboutissants des lois de la nature en vue de les appliquer sur votre propre existence afin que cela puisse profiter par ricochet votre prochain. Autrement dit, comment allez-vous aimer autrui alors que vous n'arrivez pas à aimer vous-même? La religion est en somme une sorte de renaissance pour l'être humain que d'aucuns trouveraient philosophiquement ceci comme étant une attitude intelligente résultant de la morale. À ce point de vue, la religion peut être une source d'intoxication du mental, ni vous permettre en tant que croyant de cesser de tomber dans l'endormissement de votre cerveau. Alors, professeur Emmanuel Lipote, peut-on trouver les solutions à tous nos problèmes? À partir de quoi? À partir de vos connaissances, non? Ah non, parce que là... De vos connaissances. Non, moi je ne sais pas si j'ai des connaissances à pouvoir trouver des solutions à vos problèmes. Parce qu'à partir de la prière, je suppose, oui, tout ce que vous dites ici, c'est non. Oui, bon, mais disons, les gens prient pour trouver la solution. Bon, mais du point de vue métaphysique, est-ce qu'on peut trouver des solutions à nos problèmes? Nous sommes en train de chercher les voies et moyens de manière progressive en essayant de se mettre dans la logique de chapitrer nos chroniques. Parce que nous sommes au chapitre 27. Ça veut dire que nous restons dans la logique qui voudrait que rien n'est facile. Si c'était facile,
on serait venu dire ici, dès le premier jour, donc, sans dire chapitre 1, Oui. méditation, la solution à nos problèmes, dès le premier jour, on allait dire, voilà, pour méditer, faites ceci, faites cela, c'est tout. Bon, maintenant, si nous ne le faisons pas, ce n'est pas par voie de contournement. Nous ne le faisons pas parce que ce n'est pas évident que la méditation soit la solution à nos problèmes par des voies de la facilité. D'accord. Non. La méditation peut être la voie la plus difficile à emprunter, du moins l'élément, un instrument très difficile à construire, ou alors ne peut pas être, mais est un élément difficile, un instrument difficile à construire. C'est pour cette raison qu'il faut utiliser une méthodologie qui permettra à ce qu'on arrive à une méditation, source ou solution à nos problèmes. Alors, donc, moi, je ne pense pas qu'un individu ne fût-ce qu'un initié, bon, que je le sois ou pas, bon, un individu ne peut pas être à même de donner libre accès aux solutions concernant les problèmes des personnes qui viennent vers ces derniers. On peut tout simplement accompagner les gens. Parce qu'il faut dire une chose, il ne faut pas penser un seul instant qu'il y a des gens qui ont toute la science à leur disposition. Il n'y en a pas. Il y a des gens qui sont capables de passer pour des coachs des autres dans des domaines divers. Ça peut être dans le domaine, c'est pas scolaire, vous avez quelqu'un qui vous donne cours de mathématiques et qui ne vous fait pas la répétition, mais qui fait plutôt qui te donne la possibilité de comprendre le mathématique de la plus simple manière. Parce que dans certains pays, pas dans l'enseignement français, mais ailleurs, un seul livre de mathématiques suffit de la 6e jusqu'à l'université. Bon, dans le système français, c'est chaque classe qui a son livre de mathématiques et finalement, on s'embrouille dedans. Parce que si un livre qui ne soit pas 2 fois ou 10 fois gros que la Bible, ou 50 fois plus gros que la Bible, mais si un livre d'un volume assez modeste peut t'enseigner toute la mathématique. Ça veut dire que ça t'enseigne la base. Et cette base-là, tu peux utiliser pour faire n'importe quoi, tant du domaine scientifique que du domaine général. Alors donc, il y a lieu de dire que on ne peut pas être monsieur sabi tout, qui sait tout et qui peut donner solution à tout problème. Voilà, c'est pas facile. D'accord, professeur, et merci. Donc, on va passer à la réflexion. Quand certains affirment que scientifiquement, Adam et Ève ont existé, vous leur répondez quoi? Scientifiquement, au sens de la science physique, non. Il est clair que pour les chrétiens, depuis, par exemple, Origène au IIe siècle, il s'agit avant tout d'images, d'allégories. Il ne s'agit pas d'un monsieur et d'une dame au sens historique du terme. Mais par contre, au sens où, dans cette existence d'un couple, il y a le paradigme de l'être humain, du couple homme et femme, où il y a le paradigme de l'amour, de la fécondité, et aussi le paradigme, justement, de la liberté de faire le mal. Là, il y a une vérité très profonde. Donc l'histoire de Ève qui sort de la côte d'Adam, c'est une allégorie, c'est une image. Forcément, c'est pas vrai de vrai. Bien sûr. Tout le monde n'a pas dit ça, hein. Certainement tout le monde n'a pas dit ça. Il y a des religions qui prennent tout au premier degré, hein. Oui, bien sûr, mais le christianisme, je vous le dis,
que ce soit dans la littérature juive antique, que ce soit même dans le premier exégète chrétien connu qui est Origène, il dit très clairement, la Bible est un langage qui est un langage imagé, mystérieux, et il faut toujours regarder au-delà. 10 000 francs pour quelques gouttes d'eau minérale. Puis 5 000, puis 2 000. Des bénédictions en fonction de chaque bourse. Les plus élevés bénis en premier et en priorité. Professeur, quel est votre commentaire par rapport à cet élément? Pendant que les Blancs disent que Adam et Ève n'ont pas existé, les Noirs ils sont en train de mourir dans le domaine dans le jeu de ces obédiences qui sont venus d'ailleurs et qui nous mettent dans une situation où on se présente comme des ridicules. Les gens, pour une goutte d'eau, ils subissent une bénédiction. Il est apôtre ou bien pasteur, c'est pas quoi. Bon, on essaie de faire tout ça pour conscientiser les gens, mais pas pour leur donner des leçons, non qu'à rester dans leur logique. Le monde est ainsi fait. D'accord. Voilà. Je crois que tout le monde a compris. Donc, directement, on va passer à la page pratique, professeur Emmanuel Lipote. Voilà. Bonsoir professeur, j'aime votre émission. S'il vous plaît, comment faire pour se connaître? Alors pour se connaître, c'est pas évident, hein, parce que il faut le nom, il faut la date de naissance, il faut étudier ça. Parce que par le nom, on nous paye le salaire, par le nom, on nous condamne. Par exemple, lorsque vous êtes dans un procès qui est pénal, c'est-à-dire vous êtes en citation directe, c'est pas de quoi, alors on va se rassurer que c'est vous en prenant votre carte d'identité. Et qu'est-ce qu'on va lire? C'est le nom. Et on va vous demander, on va vous poser la question. Monsieur Tecle, Herman Niektepor, c'est vous? Vous confirmez que c'est oui. Alors donc, c'est le nom qui nous porte, et non le contraire. C'est le nom qui nous paye le salaire. C'est par le nom que le sorcier ou la sorcellerie peut aller dans tous les sens avec notre être, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Bon, donc, alors maintenant, quand on veut se connaître, on doit utiliser la même méthode qui voudrait qu'on mette en valeur les possibilités qu'il existe par rapport à son nom, quoi. Hein, de connaître d'abord qu'est-ce que c'est que ce nom-là. Parce que si vous savez qu'est-ce que c'est que ce nom-là, c'est le début de savoir qui êtes-vous. D'accord. Donc, c'est d'abord comme ça, c'est connaître. D'accord. Maintenant, si les gens ils pensent qu'ils peuvent se connaître parce que certaines personnes, quand elles sont dans une situation, on veut lui parler, dit non, moi je me connais. Bon. Donc là, c'est autre chose. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur. Je veux savoir comment combattre le serpent mystique qui capte l'énergie pour leur maître. Donc, quand tu travailles, vous ne pouvez rien faire avec l'argent. Avec l'argent, rien ne marche. Professeur, s'il vous plaît, que faire en doré de Douala? Oui, mais il faut quitter ce travail-là. Si vous pensez que vous aviez... c'est comme une personne qui pense qu'il travaille pour ne rien gagner, parce qu'en gagnant, il ne fait rien avec cet argent. Il a commencé par le serpent mystique, professeur. Il pense oui, que mais c'est déjà un problème. Est-ce qu'il pense d'une chose qui existe vraiment, ou il pense d'une chose qu'il imagine? Bon, s'il pense d'une chose qui existe vraiment, ça veut dire qu'il a fait la voyance,
où il a fait faire la voyance. Ok. Alors, dans ces cas, la question n'est plus celle d'être posée à l'antenne comme il pose là. Parce que s'il me pose la question, moi je suppose qu'il sait ce qu'il dit. Mais si c'est qu'il imagine qu'il a un serpent qui vient peut-être de son employeur, qui empêche qu'il ne réussisse pas assez de faire de cet employeur parce qu'il pensait qu'il allait gagner de l'argent, ouvrir son entreprise ou ouvrir son affaire et ne plus venir à ce travail-là. Et que tout ce qu'il gagne comme argent finit par être bouffé par un serpent imaginaire ou un serpent occulte. Alors moi je dis, il faut faire la voyance. D'accord. Être sûr que c'est vrai. Et puis maintenant on voit comment, parce que la voyance c'est pas seulement ne doit pas être fait pour incriminer les gens. C'est-à-dire, tu fais la voyance pour savoir que ta mère est sorcière, ça sert à quoi? Ça sert à rien, c'est ta mère. D'accord. Alors, mais on fait la voyance pour dire, bon, écoute, si ma mère est sorcière, comment faire pour que sa sorcellerie ne me dérange plus? Moi, je l'aime. Et je vais essayer de voir comment l'encadrer. Tu ne vas pas dire, je vais faire la voyance et après on va tuer ma mère. Ou bien je vais tuer ma mère, ou je vais utiliser toutes les méthodes nécessaires pour l'embêter. Non. Elle est sorcière comme ça depuis que tu es bébé. Elle est sorcière avant même que tu n'entres dans son ventre. Elle est sorcière depuis que tu es dans son ventre, depuis que tu es bébé, depuis que tu es enfant, depuis. Et aujourd'hui, au soir de sa vie, et toi déjà peut-être adulte, elle est toujours sorcière. Elle peut te nuire, c'est normal. Si on a pris tout le temps d'élever un porc et l'abattre pour le vendre ou bien pour le manger, ça, on trouve des cas comme ça en matière de sorcellerie, et ça, on ne le doute pas. Mais il faut se prémunir. C'est tout. D'accord. Voilà. Alors, bonsoir à vous. Le professeur qui parle là, quand il tombe malade, il va voir un guérisseur ou il va à l'hôpital? Alors, je tombe malade rarement ou difficilement. Ou alors, je suis en train d'accumuler la maladie pour attendre peut-être mes derniers jours à l'hôpital, en cas d'urgence ou quoi. Ça, c'est indiscutable. Je ne suis pas un homme parfait. Mais je vais dire ceci. Je cherche à ne pas tomber malade. Parce que je dois chercher à le faire par des voies de la connaissance. Bon, je transmets ce que je sais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a à dire qu'est-ce que c'est que tomber malade et qu'est-ce que c'est que devenir malade. Alors, tomber malade veut dire que tu es surpris par ce qui se passe dans ton corps. Devenir malade, ça veut dire que la maladie s'est préparée et tu étais au courant de ce qui t'arriverait si tu ne fais pas attention. Par exemple, tu ne digères pas bien et tu bois des produits. Tu as les maux de tête, au lieu de te reposer et boire beaucoup d'eau, tu bois les paracétamol. Alors maintenant, si par le biais de ce que dit les notices de ces produits, les effets indésirables de ces produits se traduisent en pathologie, du fait que les excipients de ces produits de ces médicaments ont des produits non biodégradables, et que tu termines avec un cancer, tu seras différent de moi qui ai eu un cancer, peut-être en mangeant certaines choses du fait de la négligence. C'est-à-dire, je sais d'avance que j'aurai un cancer si je mange des boîtes de conserve. Et je mange les œufs non fécondés. Et j'en fais mon repas quotidien, surtout matinal, et en prenant des sucreries. Alors, je serai différent parce que moi, je vais avoir un cancer que je sais que quelque chose se prépare dans mon corps. Donc, nous sommes différents. Parce que les choses que je viens de citer là donnent des pathologies multiples jusqu'au cancer. Alors, maintenant, et les bières, et les vins, et tout ça là, les whisky, on boit seulement, son corps est une poubelle. Et on boit les choses qui viennent d'ailleurs.
et que tes choses, toi, l'Africain, ne vont pas ailleurs et être bu, sans être scruté, et pour qu'on pose la question que c'est même quoi. Les nourritures ne quittent pas l'Afrique, ça entre en Europe, et on commence seulement à manger. Hein? Ce n'est pas parce que nous n'avons pas des usines. Il faut d'abord déjà savoir que l'industrie alimentaire, par exemple, sert à quoi aux Africains? À rien, parce que nous n'avons pas de plateaux techniques. Et il ne faut pas crier qu'il y ait des plateaux techniques parce que personne ne t'oblige de manger, à manger ces choses-là. Oui. Alors donc, je tombe pas malade, je deviens malade. Voilà, je corrige un peu ce qu'il a posé comme question. Moi, je tombe pas malade, je deviens malade. Et quand je deviens malade, ça veut dire que je vois la maladie venir. Oui. Et puis à un moment donné, j'ai dit stop. Et je fais 5 ans pour que le même effet se reproduise sans boire des médicaments. Voilà. D'accord. Voilà. Parce que là, il faut préciser la chose, la précision et détail, sans boire les médicaments. Parce que pour moi, le médicament, c'est un poison. Voilà. Puisque c'est dit, on dit c'est les drogues. Officiellement, dans le monde scientifique, on dit les médicaments sont des drogues, donc du poison. Voilà. D'accord, professeur. Bonsoir, je suis Sidonie Emadie, 6e née d'une famille de 8, donc 6 filles et 2 garçons. Je regarde souvent votre émission. Mes sœurs et moi vivions une existence qui semble être trop compliquée et aimerions nous libérer de cette vie, professeur. Ah oui, mais écoutez, vous allez appeler hors antenne. Je ne sais pas, je ne sais rien de votre famille. D'emblée, ce que je sais, c'est que si vous souffrez, la communauté humaine dont je fais partie doit exprimer une souffrance aussi. Donc, essayez de vous aider, essayez de vous assister, et cela ne peut que se faire que lorsqu'on a des échanges. Hein. Là, on va essayer de voir ce que nous pouvons, à notre niveau, vous donner comme conseil, si jamais on va pouvoir comprendre ce qui ne va pas, parce que entendre et comprendre, c'est 2 choses différentes. Je peux suivre ce qu'on dit, mais je n'y comprends rien. Mais si je peux arriver à comprendre quelque chose de ce que j'entends, alors je crois qu'on peut échanger. D'accord. Bonsoir, professeur Emmanuel Lipod. Je suis Lydia. Comment se soigner du palu? Est-ce vrai que les moustiques donnent du palu? Ah, c'est les Blancs qui l'ont dit. Et ils l'ont dit quand ils sont arrivés en Afrique. Ils ne savaient pas ce que c'est que la maladie des Africains. Bon, ce que les gens ne comprennent pas, c'est que les maladies tropicales ont fait l'objet d'une très grande difficulté pour les Blancs. Alors, ce qui les sauve aujourd'hui, c'est qu'il y a peu de maladies tropicales aujourd'hui, il y a des maladies des civilisations. C'est-à-dire les Noirs ont atteint le même degré qu'eux, mangeant de la même manière qu'eux, et ayant les mêmes croyances comme eux, alors nous avons presque les mêmes pathologies. Mais avant, il y avait des maladies uniquement tropicales. Alors, ces maladies étaient telles que la confusion a voulu qu'on accuse l'environnement du malade. Parmi lequel environnement? L'environnement des insectes, l'environnement de malade par rapport aux insectes, je veux dire, par rapport aux vers, par rapport à des cours d'eau, de la boue, de tout ce qu'on pouvait trouver dans cet environnement. Et on a décelé parfois ce qui est vrai, de nuisible à l'homme vivant cet environnement, et parfois faux de ce qu'on dit, simplement parce que, ne sachant pas qu'est-ce qu'on voit, de quoi souffrait quelqu'un, alors on va dire, bon, peut-être c'est les moustiques. Hein. Bon, sauf que, pour essayer d'expliquer mieux ce que je dis, c'est que ils vont dire ceci: les moustiques sont les vecteurs de transmission de la maladie, sans dire que c'est le moustique qui donne la maladie. Alors, ce qui prouve que là, il y a un fond de tâtonnement lié à une vérité, c'est qu'on ne comprend pas
votre maladie, mais on suppose que vous l'avez eu du moustique. Alors, qui a donné la maladie à qui pour la première fois, afin que le moustique ne devienne un vecteur de transmission? Alors, donc, on va répondre à cette question en disant, vous n'y comprenez rien, arrêtez d'embrouiller les gens. Parce que nous, pour soigner le paludisme, on utilise des méthodes simples. À savoir? Oui, à savoir le bain de vapeur. Hein, ça arrête la température, la température en os, ça baisse. Et puis directement, on se met à l'eau fraîche pour fluidifier le sang. Et là, on peut manger des petites choses très simples. Hein. On peut boire une tisane qu'on va obtenir à partir du citron, comment on appelle ça, du citronnelle, Oui. en grande quantité. On peut prendre les oignons avec du citron. On peut prendre quelque chose d'autre qui vont essayer de rétonifier les globules blancs. Parce que lorsqu'on fait le bain de vapeur, une partie d'eau, du sang, donc de plasma, sort par transpiration et sort avec ce qu'ils appellent les plasmodiums. Nous, on peut appeler ça les déchets. Hein? Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur. Je m'appelle Paul. Professeur Emmanuel Duporte, merci pour vos enseignements. S'il vous plaît, je n'arrive pas à bander facilement. Bon, alors, quand on n'arrive pas à bander facilement, c'est un problème de savoir assez de choses. Est-ce qu'il y a un problème d'âge? Est-ce qu'il y a un problème des IST, des infections urinaires sexuellement transmissibles? Est-ce qu'il y a un problème génétique, c'est-à-dire que cela passe-t-il par le fait que dans cette famille, des parents jusqu'à vous, l'érection est un problème? Et est-ce qu'il y a un problème d'alcoolisme? Est-ce que ce que vous mangez, vous n'en êtes pas allergique? Parce que souvent lorsque on fait certaines recherches, on constate que les gens qui encaissent en prenant des médicaments, ils n'ont ni des effets indésirables, ni rien de ces médicaments-là. C'est des gens qui ne sont pas allergiques aux médicaments. Mais ceux qui en sont, ne sont pas dans le même chapitre que ceux qui n'en sont pas. Donc ça dépend. Il faut étudier le problème. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur. Je m'appelle Raoul, professeur. Avec ma femme au lit, tout passe bien. Mais quand je vais chez ma maîtresse, professeur, je n'arrive pas. Qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre cela? Bon, alors ça veut dire qu'il ne faut plus aller chez ta maîtresse parce que c'est souvent l'inverse. Ouais, c'est souvent l'inverse. Alors, l'inverse, c'est quoi? C'est que tu n'arrives pas à bander avec ton épouse, mais tu bandes avec ta copine. Bon, ou à défaut, alors ta femme a dit, tu ne vas plus faire les bêtises, tu ne seras là qu'avec moi. Bon, donc, elle trouve la méthode qui est convenable. Et c'est légitime, c'est de bonne guerre si c'est cela. Voilà, donc tout cela, il faut un décryptage, il faut une voyance pour pouvoir être très sûr que vous avez vraiment un problème. Bon, ça peut aussi être un problème psychologique. Parce qu'il y a des personnes, lorsque il est avec une autre femme, commencent à dire ah, je trompe ma femme. Est-ce que c'est bien? Donc là, c'est un problème religieux. Oui. Bon, c'est comme un homme qui a été abandonné par sa femme et qui peut passer des années à penser seulement à sa femme. Lorsque une fille vient, au lieu d'en finir, il est en train de penser comment on est en train de finir avec sa femme là maintenant et puis il ne banque plus. Bon, il y a plein de contours, de pourtours dans tout cela. Bon, donc, il faut faire attention. Mais si cette personne a été touchée mystiquement, comment ça se passe? Mais je dis, on fait la voyance. D'accord. Pour le savoir. Bon, parce qu'il ne faut toujours pas soupçonner les gens. Mais si on soupçonne aussi une personne, on dit qu'il n'y a pas de fumée sans feu.
Donc, il faut chercher à savoir pourquoi il y a la fumée. Voilà. D'accord. Professeur, j'aimerais vous rencontrer pour que ensemble nous puissions échanger sur les phénomènes anormaux que ma famille et moi vivions. Alors là, la personne peut appeler au téléphone. Hein. Mon numéro personnel, je donne ça à cette personne. Hein. D'accord. Le 677 68 95 70. Bon, comme ça, parce que le numéro qu'on utilise là pour les SMS peut bien être le numéro du secrétariat et ça peut arriver que je ne sois pas là. Donc on peut m'appeler à tout moment. D'accord. Voilà. D'accord. 677 68 95 70. D'accord. Voilà. Bonsoir professeur, s'il vous plaît, j'ai des pertes blanches nauséabondes. Comment faire? Alors c'est pourquoi on a montré tout à l'heure un élément. Hein. Oui. L'élément qu'on a montré à la page pratique. Je n'ai pas voulu commenter ça parce que c'est vrai que c'était trop scientifique, mais le corps fabrique des choses que l'homme a même imitées parce que les pertes blanches ressemblaient un peu à du beurre. Hein. Bon, et puis le pus ressemblait au lait. Bon, ça, c'est des choses qui se fabriquent dans notre corps et qui sont en rapport avec ce que nous fabriquons de l'extérieur. Alors, en quelque sorte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que nous mangeons hein, risque d'être ce qui va se traduire en nous en termes de troubles. Voilà. Donc, c'est à étudier. Voilà. D'accord. Bonsoir professeur, merci pour tous vos enseignements. J'aimerais savoir comment arrêter la cigarette et prendre du poids. Bon, quand vous allez arrêter la cigarette, vous allez prendre du poids, bien évidemment, mais ce n'est pas toujours ça. Il y en a qui ont arrêté la cigarette, n'ont pas pris de poids. Moi, j'ai un cousin qui ne fume plus aujourd'hui, mais il ne prend jamais du poids. Je m'en doute donc que vous allez prendre du poids. De deux, prendre du poids ne sert à rien. Il faut avoir le poids selon sa taille, son âge et son sexe. Les hommes ont un poids et les femmes en ont le leur. Alors, si vous aviez envie de prendre le poids pour prendre, ça veut dire que tout de suite, tout à l'heure, je disais que vouloir, c'est pouvoir. Alors, vous voulez quoi? Vous pourrez quoi? Pour obtenir quoi de ce que vous voulez? Donc ça c'est des choses qu'il faut donc dire que la personne peut appeler hors antenne. Vraiment, on discute. Hein, pour que la réponse à sa question puisse être possible. On ne peut que le faire hors antenne. Voilà. D'accord. Bonsoir professeur, s'il vous plaît, comment faire pour chasser les mauvais esprits chez nous? Alors, les mauvais esprits, on ne les connaît pas du genre, j'ai les mauvais esprits. Les mauvais esprits, on les connaît du genre dire que, est-ce qu'il existe vraiment de mauvais esprits quelque part? Oui. Et là, on va tout faire pour que les mauvais esprits partent. Bon, donc on ne va pas dire j'ai les mauvais esprits. Voilà, c'est pas normal. D'accord. Bonsoir professeur, j'ai 48 ans, je travaille dans une société depuis des années. Sauf qu'à chaque fois que je prends la parole, j'ai comme impression qu'on ne m'écoute pas. Qu'est-ce qui explique cela? Bon, il y a des personnes qui qui se marginalisent eux-mêmes et ne savent pas. Longtemps dans la société africaine, lorsqu'il n'y avait pas les diplômes, ce n'est pas n'importe qui prenait la parole en public. Oui. Les personnes qui prenaient la parole se présentaient d'abord et on comprenait, c'est-à-dire l'assistance comprenait, Oui. hein, savait que cette personne-là peut prendre la parole en public. Bon, aujourd'hui, tout le monde peut prendre la parole. Tu vas dire, je suis licencié, je suis agrégé, je suis docteur, je suis cela. Mais est-ce que tu es un orateur du genre à pouvoir dire quelque chose dans ce milieu-là? Non. Donc, il faut d'abord déjà apprendre à prendre la parole en public. Je suppose, au cas contraire, la personne doit donc chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas, parce que
comme elle a commencé à chercher, à savoir qu'est-ce qui ne va pas, ça veut dire qu'elle doit aller jusqu'au bout. Et aller jusqu'au bout, c'est chercher à savoir est-ce que cette histoire relève de l'occulte. Oui. Voilà. Cette question doit être répondue. Si d'ordinaire, on sait que on peut prendre la parole en public, on est comme les autres gens. Pourquoi ne peut-on pas prendre la parole en public comme les autres personnes et que cela perdure? Mais on ne se pose pas la question, on cherche à savoir pourquoi. Et c'est là, je pense que c'est le début de la solution. Et là, la personne peut appeler hors antenne, on en discute. D'accord. Est-ce que le fait de manger beaucoup de viande, professeur, peut diminuer notre champ magnétique? Oui. Moi, je ne comprends pas. L'homme veut une évolution spirituelle, hein, parce que en fait, le véritable problème, c'est que finalement, on a plein de gens qui vont à l'église pour exprimer leur désir d'aller vers Dieu. Comme on disait tout à l'heure, le désir, c'est de vouloir être à la rencontre de Dieu par le biais de l'église. Mais sauf que on n'apprend pas comment manger pour que ça ne se présente pas comme la Bible dit, que c'est dans un corps sain habite une âme saine. Alors, le corps sain, c'est celui de la personne qui n'a pas de pathologie pluridimensionnelle et que son âme en souffre. Ça souffre dans ses corps, où elle est emprisonnée et n'arrive pas à s'extérioriser, et n'arrive pas à permettre à ce que les vibrations de la personne aillent dans le sens d'attirer le bien, d'attirer je ne sais pas quoi, c'est-à-dire de vivre spirituellement. Parce que vivre spirituellement, c'est aussi, comme on dit souvent que la spiritualité c'est un chemin, c'est aussi la manière de savoir emprunter les chemins de la vie qu'il faut pour son élévation ou pour l'élévation de son âme. Voilà. Ok, bonsoir, c'est Bello, professeur. J'aimerais savoir comment développer la capacité à reconnaître une entité mystique qui se présente sous une forme humaine. Là, c'est des études métaphysiques. Ça ne peut pas se passer sur de simples conseils. Voilà, parce que s'il faille que je donne des conseils, jusqu'à donner des conseils qui nécessitent des années d'apprentissage dans le domaine des sciences, de la haute science, quoi. Ça veut dire que non seulement c'est des raccourcis, pas forcément utiles, mais peut-être même nuisibles. Ouais. D'accord. Et la haute science, professeur, est-ce qu'on aurait une école? C'est la métaphysique. C'est ça, la haute science. D'accord. Ouais. Bonsoir, professeur. C'est Bello toujours qui revient, qui aimerait connaître l'impact des tatouages dans le monde spirituel. Alors là, c'est pas. Je peux rien dire. C'est devenu une maladie, une mode. Tout comme les cils, les sourcils poussent à plus de 3 mètres de ce que Dieu aurait dû créer. Les ongles, on a l'impression que tout c'est devenu satanique même, parce qu'avant, quand quelqu'un avait les ongles du genre, on se méfiait. Maintenant, c'est la mode. Bon, donc, on pense que des choses qui sont faites par imitation finissent toujours par céder la place à d'autres choses. Et on parlait de la mode. Donc, je ne sais pas comment répondre à cette question. D'accord. Bonsoir, Canal 2. Peut-on protéger une personne souffrant de problèmes spirituels? C'est Yannick qui nous envoie ce message. Oui, bien sûr. Et mais protéger comment? C'est protéger la personne à se protéger, c'est-à-dire l'amener à tomber dans un système qui lui permet de comprendre un certain nombre de choses par rapport à sa vie. D'accord. C'est ça la vraie protection. Et même s'il faille qu'on fasse la voyance pour savoir si la personne est en danger, et qu'il faille qu'on fasse tout pour que les problèmes
causées par l'envoûtement, la sorcellerie, les pratiques de la magie noire à l'égard de cette personne puissent s'arrêter. Mais il va falloir qu'après, cette personne-là ait une autre façon de vivre. Pour ne plus avoir les portes ouvertes à la sorcellerie. Voilà. Bonsoir professeur, je m'appelle Luana. Comment faire pour avoir des bébés garçons? Alors là, c'est quelque chose que moi j'ai essayé d'expérimenter. Parce que moi, j'ai des enfants, beaucoup plus de garçons, et une fille. Oui. Parce que moi, je me disais que les filles partent, les garçons restent. Alors, mais j'utilise quoi? Il faut calculer la période c'est-à-dire les règles de la femme. Oui. De la femme avec qui vous voulez faire des enfants. Alors, il y a les périodes de la lune. À la montée de la lune, si c'est la période d'ovulation ou la période féconde, de cette période-là, avant la pleine lune, vous pouvez faire des garçons. Si c'est plutôt après la pleine lune, vous pouvez faire des filles. C'est ce que moi, j'expérimente souvent. Et ça tombe toujours bien. Voilà, j'ai jamais raté cela. Et j'ai conseillé ça à certaines personnes, ça a marché. Et je ne sais pas si c'est une panacée pour tout le monde. Bon, je sais qu'il y a des plantes, que lorsqu'on te purge, même si le fœtus était en train de se former garçon, ça devient une fille. Parce qu'en fait, au départ du fœtus, on ne peut pas facilement être fille ou garçon. Du moins, ça ne commence pas par le fait que voilà un garçon. Ça commence d'abord par le fait de construire le sexe. Et c'est après que l'homme, ça va se développer différemment de la femme. C'est-à-dire le fœtus va changer après une période. Donc on peut maintenir donc, le sexe du côté féminin comme du côté masculin en utilisant certaines potions, certaines plantes. Ça marche. Voilà. Bonsoir professeur, j'aimerais faire un lavage professeur. Rien ne va dans ma vie, je n'arrive pas à économiser. Professeur, s'il vous plaît, aidez-moi. J'aimerais avoir votre contact. J'ai donné le contact tout à l'heure. C'est 6 77 68 95 70. 6 77 68 95 70. D'accord. Et pour ce qui est du la personne va appeler hors antenne et on va en discuter. Je ne sais pas si je fais le lavage ou pas. Ce n'est pas ça que nous sommes venus dire ici. On va parler des choses qui concernent sa vie hors antenne parce que d'autres gens ont envie d'être écoutés aussi. Que leur message soit aussi lu. Voilà. D'accord. Bonsoir professeur. S'il vous plaît, j'aimerais beaucoup être initié. Ça, on en parlera hors antenne. D'accord. Bonsoir professeur. Ça fait des années que je travaille dans une société, mais toujours pas d'avancement. On va étudier ça hors antenne. Est-ce que vous êtes vraiment un bon employé? Parce que souvent la nature punit très rapidement certaines personnes. Et il a été remarqué que les personnes qui sont punies par la nature de cette manière-là sont même les personnes chanceuses. Parce que si on vous retarde en avancement, puisque vous aimez le retard, vous faites semblant de travailler, vous ne travaillez pas, et tout, mais on récompense tout le monde, on ne vous récompense pas. Pourtant, on n'est pas trop regardant sur votre manière de faire les retards. C'est pas ça qui fait qu'on ne vous récompense pas, parce que vous jouez au petit malin. Vous arrivez en retard, mais vous faites signer les choses par des camarades avant. Et parfois, vous les donnez à boire. Et puis, quand quelqu'un entre là, rentre le premier, il signe déjà ta place. Parce que tu griffes seulement, toi tu fais une petite griffe là, ou bien tu fais un petit signe, lui il sait faire ça. Bon, quand on demande tu es où, il dit non, il est allé faire pipi, ou il est allé faire ceci et cela. Alors donc on n'a jamais constaté que tu es en retard, donc on ne te punit pas en ne t'avançant pas. D'accord. Bon, pourtant la nature qui t'aime te punit directement. Celui dont la nature n'aime pas,
ça s'accumule, on le licencie carrément. Il n'a pas d'avancement. Il a des avancements, mais finalement, lui, il est licencié. Voilà. D'accord. Bonsoir à vous, très belle émission. Bonbox, s'il vous plaît, comment faire pour éviter les nourritures de nuit dans les rêves? J'en suis victime. Maurice Cité-Sec. On va étudier ça. On va faire d'abord la voyance pour savoir si c'est causé par quoi. Est-ce que vous avez une indigestion? Parce qu'il y a des gens qui ne digèrent pas et qui, chaque soir, ont toujours mangé en plus des choses qu'il ne fallait pas manger. Donc, ça attire des ions, des élémentaux, c'est-à-dire des entités négatives. Et c'est ces entités-là qui viennent faire des couches de nuit avec ces gens-là, ou bien, c'est-à-dire les succubes, disons, les maris de nuit, les épouses de nuit, tout cela, provoqué par le fait de créer un environnement néfaste, de par des vibrations qui ne sont que des vibrations à attirer ces entités. Voilà. D'accord. Bonsoir, professeur. Ma maman souffre des blocages et rien ne marche dans sa vie, que ce soit financièrement ou sentimentalement. Et même sa famille pour qui elle a fait des choses l'ont rejetée. Comment faire pour se débarrasser de tous ces blocages? On va étudier le cas de sa maman, on va faire la voyance. Ça ira jusqu'à nous amener à savoir ce qu'il y a lieu de faire ou qu'est-ce qu'on doit conseiller à sa maman. Voilà. Ok, professeur, on est arrivé au terme de cette émission. Votre mot de fin? Alors, disons que il n'y a jamais une émission facile. Voilà, nous préparons les thèmes, la volonté et le mystère de l'absolu qu'est Dieu. Et nous pensons que il faut que nous devenions de personnes capables de découvrir Dieu en nous. Parce que lorsque on lit le dernier paragraphe de cette chronique où on dit que c'est dans ces conditions que la volonté dynamique naît, c'est-à-dire cette volonté dynamique doit naître de notre corps. Elle doit réguler nos expériences. Et nos expériences doivent nous conduire à la connaissance dans un sens relatif. À la volonté, c'est-à-dire la connaissance nous amènera à atteindre la volonté supérieure. Ici, nous entendons par volonté supérieure la volonté de connaître chaque chose qui concerne notre vie. Chaque chose. C'est-à-dire la boisson, la nourriture, en fait tout ce qui peut amener à ce que d'un côté, nous n'ayons plus de perturbations de santé et de l'autre côté, que nous n'ayons pas de difficultés d'avancer par rapport à l'harmonie qu'on doit avoir dans notre entourage. Voilà, donc c'est là que c'est par là qu'on commence à découvrir Dieu en nous. Et c'est quand on découvre Dieu en nous qu'on peut maintenant faire des méditations facilement. D'accord. Voilà. Mais professeur, désolé d'insister, peut-être une astuce. Que pensez-vous du citron Je ne pense à rien. Du citron et de l'eau. C'est pas se laver le matin avec du citron. Non, moi j'ai dit que ça m'arrive à faire des choses au cours de l'émission. J'ai donné la semaine passée, on n'a pas eu Non, j'ai donné une recette tout à l'heure, comment soigner le paludisme. D'accord. Voilà, parce que c'est venu seul. Des questions qu'on me pose souvent, je ne veux pas jouer aux sensations journalistes. Voilà. Même jeter du sel à la maison, vous ne pouvez pas donner juste une petite astuce? Je dis que je ne peux pas, n'insiste pas. D'accord. On a passé un excellent moment avec vous et on espère que vous serez là la semaine prochaine. N'oubliez pas, vous avez la possibilité de nous suivre sur YouTube. Au revoir et à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.